Cette guerre en Ukraine, elle rebat aussi les cartes sur les grandes alliances diplomatiques. L'axe Chine-Russie est-il renforcé ou affaibli? Comment l'Europe peut-elle jouer sa carte avec Pékin? On va en débattre dans une minute, juste après avoir posé les enjeux, grâce à Sandra Cerquera. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Chine maintient une position officielle de neutralité. Une neutralité de façade qui cache un soutien implicite à Moscou. Le régime chinois n'a jamais condamné l'intervention russe, refuse de parler d'invasion en Ukraine et s'est même prononcé contre une exclusion de la Russie du prochain sommet du G20. Le chef de l'OTAN appelle la Chine à assumer ses responsabilités. La Chine a fourni à la Russie un soutien politique, notamment en diffusant des mensonges flagrants, en faisant de la désinformation. Et les alliés craignent que la Chine ne fournisse un soutien matériel à l'invasion russe. Pour Pékin, les États-Unis et l'OTAN sont responsables de la guerre en Ukraine. Nous espérons que les États-Unis et l'OTAN pourront réfléchir à leur rôle dans la crise ukrainienne, assumer les responsabilités qui leur incombent et prendre des mesures pratiques pour améliorer la situation et résoudre le problème afin d'apporter une solution rapide au conflit en Ukraine. La Chine s'oppose publiquement aux sanctions économiques imposées par les États-Unis et l'Europe et considère que les échanges commerciaux doivent continuer. La deuxième puissance mondiale devra-t-elle ajuster sa position? Pour cette spécialiste, c'est peu probable. Parce que la Chine considère que la Russie est un partenaire stratégique dans ce qu'elle considère être l'avènement d'un monde post-occidental et que la Chine pourrait mettre en place différents moyens de contournement des sanctions en passant par des banques de plus petite taille pour certaines de ces transactions, en essayant de développer des monnaies digitales, ce qu'elle a déjà commencé à faire avec le yuan digital pour contourner les sanctions américaines et européennes. Un jeu d'équilibriste pour la Chine qui connaît actuellement un ralentissement de sa croissance économique. Voilà, le fond diplomatique, c'est ce qui va nous passionner dans ce débat. Et je vous présente mes invités. Sylvie Bermann, bonsoir, bienvenue, ancienne ambassadrice de France en Chine, au Royaume-Uni et en Russie. Donc, comme on va comparer et parler de l'axe Moscou-Pékin, voilà, vous êtes particulièrement bien placé pour nous en parler. Présidente du groupe de travail Union européenne-Chine de l'Institut Jacques Delors. J'accueille également Elvire Fabry. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors, toujours, pour lequel vous avez travaillé ensemble à ce rapport « Construire l'autonomie stratégique de l'Europe face à la Chine ». Et ce sera vraiment l'un des thèmes de notre débat. Antoine Mondaz, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, et vous êtes spécialiste de la Chine. Laetitia Krupa, éditorialiste politique, toujours à mes côtés. On va longuement parler de cet axe Chine-Russie, mais d'abord quand même un mot de ces négociations qui se sont déroulées aujourd'hui en Turquie, et on écoute le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il sera dans l'intérêt de tous de parvenir à un cessez-le-feu et à la paix le plus rapidement possible. Nous pensons que nous sommes maintenant entrés dans une phase où les pourparlers doivent donner des résultats tangibles. En tant que membre de la délégation, vous avez assumé une responsabilité historique. Le monde entier attend de bonnes nouvelles de votre part. Et effectivement, dans cette journée, il y a eu comme ça égrené un certain nombre de potentielle bonne nouvelle, l'hypothèse d'une rencontre entre Zelensky et Poutine, l'annonce par les Russes d'un retrait d'une partie de leurs troupes, en tout cas une réduction de leur offensive, voilà la formule que je recherchais. Sylvie Bermann, est-ce qu'on assiste depuis 48 heures à un tournant ou est-ce que c'est beaucoup trop tôt pour le dire ? Non, je crois que c'est la première fois qu'il se passe quelque chose sur le plan diplomatique, parce qu'il y avait eu des pourparlers à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, mais les négociateurs eux-mêmes avaient dit qu'ils ne progressaient que sur des questions secondaires. Il y avait une rencontre de 19 minutes entre les ministres des Affaires étrangères russes et ukrainiens à Antalya il y a à peu près 15 jours. Et là, c'est la première fois qu'il y a des discussions de substance et des possibilités d'accord sur la neutralité de l'Ukraine, à condition qu'il y ait des garanties
des puissances internationales, membres du Conseil de sécurité, et quelques pays voisins qui ont joué un rôle, dont la Turquie précisément, Israël, la Pologne et l'Allemagne, et puis également des esquisses de solutions sur le Donbass, la Crimée, enfin pas vraiment des solutions, mais ils acceptent d'en parler et en réalité de ne pas prendre de décision sur ces régions occupées en discutant de la neutralité, parce qu'autrement la difficulté c'était de savoir quelles étaient les frontières de l'Ukraine. Donc il y a quand même quelque chose qui s'est passé aujourd'hui, plus effectivement la décision de réduire les attaques contre Kiev et de se concentrer sur le Donbass, qui était le but de guerre d'une certaine manière de Vladimir Poutine quand il a annoncé le 21 février la guerre. Elvire Fabry, est-ce que c'est parce que les lignes ont bougé, les lignes militaires, qu'on peut imaginer que ça bouge aussi en termes diplomatiques? Est-ce que c'est un constat de faiblesse, je mets évidemment de la prudence derrière ces termes-là, de la part de Vladimir Poutine, ce qui est en train de se passer? Écoutez, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le dialogue est engagé et se maintient. Oui, on sent quand même qu'on est dans une phase un petit peu où on reproportionne un petit peu les choses. À la fois, on voit la position de la Russie sur son positionnement militaire, sur la menace nucléaire, où là, Vladimir Poutine a repris un discours un peu plus prudent de ligne rouge. Donc on est en train peut-être de passer, il faut le dire, on avance ça avec prudence, oui, mais peut-être à une deuxième phase de la confrontation. Oui, et puis avec des réactions de la diplomatie américaine ou britannique qui justement disent attention, voilà, ne soyons pas trop optimistes. Mais cette rencontre Poutine-Zelensky, on peut commencer à imaginer son éventualité ? Alors si un accord est potentiellement sur le point d'être signé, je pense qu'il n'y a pas de raison pour les deux dirigeants de se rencontrer au cours des négociations. C'est plutôt pour mettre un terme à ces négociations et aboutir s'il y avait un accord sur cet accord. Je pense que ce qui est très important, c'est aussi de souligner le rôle important que joue la Turquie. On voit une Turquie, membre de l'OTAN, alliée de fait des États-Unis et des Européens, malgré les tensions récentes, par exemple avec la France, qui joue un rôle extrêmement important, extrêmement positif. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner dans les ambitions, notamment turques, d'être une grande puissance régionale, qui sont des ambitions qui sont anciennes. Et là, vraiment, la Turquie tire son épingle du jeu en se rapprochant, entre guillemets, à la fois des Européens, à la fois des Russes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi souligner. Oui. Erdogan, Poutine, Xi Jinping, est-ce que vous les mettez, est-ce qu'on parle d'un axe des autocrates en quelque sorte, Sylvie Bermann, ou est-ce que je vais beaucoup trop, est-ce que c'est trop caricatural ce que je viens de dire? En tout cas, ce sont deux dirigeants qui ont des rêves d'empire, mais je crois qu'on peut les qualifier d'autocrates. J'ai glissé Erdogan dans la liste, c'est pour ça. Bien sûr, non, mais ces trois pays-là, effectivement, ont la nostalgie d'une gloire passée qu'ils veulent retrouver. Et les relations, en tout cas entre la Russie et la Turquie, sont assez intéressantes parce qu'ils sont en conflit sur différents terrains comme en Syrie ou en Libye. Et en réalité, à la fin, ils s'entendent toujours. Et là, Erdogan voulait jouer depuis longtemps un rôle sur ce conflit parce qu'il avait même proposé d'accueillir les négociations sur la mise en œuvre des accords de Minsk, qui ne pouvaient plus se tenir naturellement en Biélorussie. Et il a conservé ses liens forts avec Poutine. Il a fourni des armes comme les drones Bayraktar qui sont très très efficaces. Et en même temps, il n'a pas sanctionné la Russie, ce qui lui permet d'ailleurs d'accueillir tous les négociateurs russes qui sont ailleurs sous sanctions. Oui. Nos confrères de l'Express titraient la semaine dernière sur un axe Chine-Russie, ceux qui veulent défaire l'Occident. Voilà le titre qui avait été choisi par l'Express. Est-ce qu'il y a une sorte de pacte sino-russe, Elvire Fabry? Le pacte, d'une certaine façon, il a déjà été mis sur la table début février au moment de l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. Et on voit que c'était un pacte non seulement économique, mais idéologique, un alignement sur une même vision qui allait assez loin, même de fonctionnement alternatif de la démocratie. Il n'y a pas que le modèle occidental de démocratie, il y a aussi, entre guillemets, la démocratie à la chinoise, à la russe.
Illibéral. Illibéral, voilà. Exactement. Et avec ce même rêve d'empire, comme l'évoquait Sylvie Bermann, et la volonté finalement de pouvoir présenter un ordre international aussi, une vision de l'organisation internationale alternative, plus de représentation des pays émergents dans les organisations internationales. On voit qu'il y a à la fois une volonté structurelle de long terme d'intérêt, disons, d'intérêt mutuel, si ce n'est un alignement complet d'intérêts mutuels, et ils regardent dans la même direction, et la volonté de pouvoir séduire d'autres pays tiers et de faire un peu contrepoids à ce monde occidental qui a organisé à la fois l'économie et les institutions internationales de toutes ces dernières décennies. Si on fait un peu d'histoire, Antoine Bondat, il faut rappeler que ces deux pays, la Chine et la Russie, n'ont pas toujours été amis, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien sûr, pour faire très court, à partir de 1960 et jusqu'à la fin de la guerre froide, la Russie, enfin l'URSS à l'époque, est l'ennemi de la Chine. Et c'est véritablement l'effondrement de l'URSS qui fait que l'URSS ennemie va devenir une Russie partenaire. Et on a ce rapprochement d'aujourd'hui qui en réalité date des années 90. Les premiers grands accords énergétiques, par exemple, datent du milieu des années 90. Les premières grandes déclarations en matière de stabilité stratégique, par exemple, datent de la fin des années 90. Et puis c'est ensuite la volonté d'avoir une coordination avec l'Inde, puis élargie au Brésil, quand on a la formation des BRICS, puis à l'Afrique du Sud avec les BRICS. Donc on a une coordination qui est ancienne, qui évidemment s'est renforcée à partir de 2014 suite aux sanctions occidentales sur la Russie, suite à l'invasion de la Crimée, et qui partent notamment ces dernières années d'un constat qui est identique à Pékin comme à Moscou, c'est que la Russie n'est pas une menace pour le régime politique chinois et vice-versa. Par contre, les États-Unis et plus largement les Occidentaux sont considérés comme une menace, qu'elle soit à juste titre ou non. Et donc, on a cette sorte de paranoïa en termes de sécurité politique face à ce qui est perçu souvent comme une volonté américaine et plus largement occidentale de renverser ces régimes avec toute la rhétorique des révolutions de couleur, que ce soit en Asie centrale, que ce soit en Ukraine, que ce soit même à Hong Kong. Et c'est notamment cette notion de sécurité politique aujourd'hui qui rapproche la Russie et la Chine et qui fait que la Chine n'est pas aujourd'hui un médiateur dans cette guerre comme malheureusement en tout cas ou comme certains l'espéraient, comme c'était le cas par exemple du haut représentant Josep Borrell. Oui, on l'évoquera tout à l'heure, mais Laetitia, vous êtes intéressée à la propagande voilà, de ces deux pays ont des similitudes, on l'a bien compris. Est-ce que la propagande chinoise va dans le sens de la propagande russe ? Oui, et d'ailleurs c'est intéressant ce que vous dites, ils considèrent l'Occident, les États-Unis, l'Europe comme une menace aussi, Thomas, pour leurs opinions publiques. Parce que leur pouvoir est assis quand même sur un pacte social. Il y a quand même des millions de Russes et des millions de Chinois. Il n'y a pas que... On a toujours tendance à personnaliser comme ça le pouvoir. Il y a les opinions publiques. Et oui, il existe une coopération dans la désinformation, puisque je vous conseille un article à ce sujet du Monde qui est intitulé « En Chine, les partisans de l'Ukraine ne s'en laissent pas compter ». Et en fait, le correspondant à Pékin, Frédéric Lemaître, explique comment les médias d'État russes et chinois coopèrent. Par exemple, depuis 2013, ils ont passé des accords d'échange de contenu. Et donc, quand sur un réseau social chinois, vous tapez « Ukraine », surgit directement un article, par exemple, de Sputnik. Vous savez, cette agence qui est à la solde du pouvoir russe. Et il y a des accords dans la désinformation. Des accords qui sont vraiment écrits, qui sont passés entre les deux États. Il y a bien sûr, en Chine comme en Russie, la censure sur les réseaux sociaux dès qu'un post ou un article pro-Ukraine apparaît, mais... Il y a un mais, et c'est comme ça aussi que je vois les réseaux sociaux et Internet. Il y a tout le côté positif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas complètement fermer ces tuyaux, on ne peut pas complètement les contrôler. Et en Chine, les internautes commencent à s'emparer du débat. Par exemple, même à la télévision, le mot guerre apparaît depuis la mi-mars. Donc vous voyez que les opinions, alors c'est beaucoup plus long que chez nous, mais ça tente à bouger. Et il y a, pour une illustration, la vidéo d'Arnold Schwarzenegger. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est une vidéo. Ça date d'il y a une dizaine de jours. Oui, il l'a postée sur Instagram. Il s'adresse aux Russes et c'est traduit en chinois. Je dis ça parce qu'en fait, ça a mis un peu plus de temps à arriver en Chine et à tourner. Et là, cette vidéo commence à devenir virale. On va regarder un tout petit extrait. Speaking to you today because there are things that are going on in the world that are being kept from you. Voilà. Vous entendez, il dit qu'il veut leur dire quelque chose et leur montrer ce qui leur est
caché. Et c'est vrai qu'il a une bonne attitude, une bonne communication. Il est très habitué dans le champ de guerre, de Hollywood jusqu'à la Californie. Il est passé du champ d'artiste à celui de la politique. Et donc, il manipule la communication comme personne. Il commence à dire aux Russes, je suis avec vous. Il s'adresse à ses fans, à ses millions de fans. Je vous soutiens, je reconnais votre grandeur, je vous aime. Hein, c'est carrément une déclaration. Et ensuite, voilà ce qu'on vous cache et ce qu'on ne vous montre pas. Les bombardements. Par exemple, la maternité de Mariupol, il s'adresse aux soldats russes en disant « On vous dit d'aller tuer des nazis, c'est de la propagande ». Et donc, il mouille la chemise. Hein. Il donne même à la fin comme un conseil menace à Vladimir Poutine. Et cette vidéo commence, je vous le dis, à devenir virale en Chine. Ouais, c'est vraiment intéressant. Sylvie Berman, vous qui avez été en poste dans les deux capitales, la machine de propagande, est-ce qu'elle est aussi efficace d'un côté et de l'autre? Parce qu'on se pose toujours la question de ce que savent, de ce que voient les Russes aujourd'hui. Alors, il y avait une grande différence à l'époque où j'étais, parce qu'en fait, il y avait une censure totale en Chine qui s'était renforcée au fil des années, et surtout depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Avant, il y avait des débats sur le Twitter chinois, Weibo, tout ça a disparu. En revanche, en Russie, même si les télévisions et la majorité de la presse était contrôlée par le pouvoir, vous pouviez voir n'importe quel reportage sur la Russie, critique, sur Vladimir Poutine aussi. Il n'y avait aucune censure de ce point de vue-là. Et maintenant, elle est totale. Elle est totale puisque la plupart des journaux étrangers sont plus ou moins soumis aux mêmes lois que les Russes. Les licences des journalistes sont octroyées tous les 3 mois seulement, donc ça permet de maintenir ce contrôle. Et il y a eu effectivement des influences réciproques. Ils ont discuté du contrôle de l'Internet au fil du renforcement de leurs relations. Alors c'est vrai qu'il a commencé, 2013, 2014, mais qui s'est renforcé pendant les années Trump. Et quand j'ai quitté la Russie, un des spécialistes de l'Asie m'a dit on pourrait ériger une statue à Donald Trump pour notre amitié retrouvée, et en disant depuis Catherine la Grande, on n'a jamais eu d'aussi bonne relation entre les deux pays. Entre la Russie et la Chine. Entre la Russie et la Chine. Grâce à Trump et grâce à cette perception de l'étranger. C'est-à-dire le principe, c'est l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Et comme ils perçoivent l'hostilité américaine et l'hostilité de l'OTAN, parce que si les Chinois aujourd'hui soutiennent le narratif russe, c'est aussi parce que l'OTAN a prétendu s'occuper de la Chine et ils n'en ont pas du tout envie. Ouais. Donc il y a ce rapprochement qui est lié à ce qu'ils perçoivent comme une volonté des Occidentaux et de plus en plus collectivement d'ailleurs, c'est-à-dire États-Unis et Europe, alors qu'avant les Chinois faisaient la différence entre les deux, presque de changer leur régime ou leur système. Et quand Joe Biden en Pologne finit son discours en disant pour l'amour de Dieu il faut que Vladimir Poutine parte, ça alimente ce discours sur les changements de régime. Ouais. Elvire Fabry, vous parlez de neutralité ambiguë pour la Chine depuis le début de ce conflit en Ukraine, de l'invasion russe. L'enjeu pour Xi Jinping, c'est quoi? C'est de s'isoler ou non du bloc occidental, quoi. C'est un peu ça. L'enjeu pour Xi Jinping, c'est de suivre ses propres intérêts. C'est ça. Donc de limiter, il ne peut pas aller condamner la Russie. Il essaye de se maintenir sur cette ligne de crête en ménageant ses intérêts de court terme, de moyen terme, de long terme. Long terme, on l'a bien compris, c'est de pouvoir renforcer les liens économiques, mettre la main sur les approvisionnements en gaz lorsque les infrastructures de pipeline le permettront. Mais à plus court terme, déjà, pouvoir aussi récupérer le blé russe, alors que la Chine est de plus en plus dépendante d'importations en matière agricole. Aider un minimum économiquement tant qu'elle peut par le biais de petites banques plus discrètement, c'est une possibilité. Ne pas s'exposer aux sanctions américaines, puisque c'est les Américains qui ont surtout la possibilité d'utiliser leur extraterritorialité pour éventuellement poursuivre les entreprises chinoises qui pourraient transmettre des technologies
pour soutenir justement tout l'équipement militaire russe qui commence déjà à avoir des problèmes d'approvisionnement en pièces détachées. Là, ça devient beaucoup plus compliqué à un moment où l'économie chinoise non pas en berne, mais connaît déjà des difficultés. Un PIB qui, pour l'année 2022, s'annonce très limite, à 5,5% dans le meilleur des scénarios. Une crise dans le secteur immobilier qui continue à être très problématique. Beaucoup de turbulences sur les marchés financiers chinois, malgré le soutien de l'État, un pic de Covid. On voit bien que ce n'est pas un bon moment pour la Chine et que ce dossier russe, il est aussi relativement toxique pour l'évolution de l'économie chinoise. Oui, alors sur la question du rôle de la Chine dans ce conflit, sa place diplomatique, je vous propose d'écouter le président américain Joe Biden. C'était jeudi dernier lors du sommet de l'OTAN. Il parle justement de son homologue chinois. La Chine comprend que son avenir économique est beaucoup plus étroitement lié à l'Occident qu'à la Russie. Et donc, j'espère que le président chinois ne s'engagera pas. Antoine Bondas, qu'est-ce qui se joue? Vous parliez de lignes rouges. Il y a un certain nombre, lors de cette journée intense de diplomatie à Bruxelles, où il y a eu 3 sommets en une journée. Qu'est-ce qui s'est joué? Un certain nombre de marqueurs comme ça qui ont été présentés à la Chine en disant attention, voilà ce qu'il ne faut surtout pas faire? Alors, je ne sais pas si imposer des lignes rouges à la Chine est ce qui marche. Il faut bien comprendre que l'intérêt de la Chine aujourd'hui, il n'est pas forcément de soutenir militairement la Russie. Apparemment, ça irait à l'encontre de la politique étrangère et de sécurité chinoise depuis plusieurs décennies. Deuxièmement, est-ce que ça permettrait véritablement, malgré le coût politique énorme, de changer la donne sur le terrain? Rien ne le garantit. Et puis la Chine, évidemment, s'exposerait à potentiellement des sanctions, mais en tout cas des critiques extrêmement fortes du côté des Européens, mais aussi des Américains. Donc quand les Américains, pardon de vous interrompre, disent ça, ils font peut-être un peu plus de politique intérieure que de... Il n'y a pas de réalité ou de risque réel? C'est pas que de la politique intérieure, c'est aussi des messages envoyés aux Européens pour que les Européens perçoivent la Chine potentiellement comme un adversaire aligné sur la Russie. La Chine aujourd'hui, elle n'est pas alignée sur la Russie, elle a des intérêts convergents. Et vous l'avez parfaitement rappelé, l'objectif de la Chine, c'est pas de reprendre bêtement la propagande russe, c'est de reprendre les éléments de langage russe qui vont dans le sens des éléments de langage que la Chine met toujours en avant. La question du changement de régime, la question de ces laboratoires biologiques que les Américains auraient en Ukraine. C'est une vieille rumeur en Chine qui circule notamment depuis mars 2020 et le début de la pandémie pour sous-entendre que le virus de la Covid-19 viendrait des États-Unis, soit de Fort Detrick dans le Maryland aux États-Unis, soit peut-être de l'Ukraine. Ce sont des vieilles rumeurs qui sont reprises aujourd'hui. Mais là où il faut faire attention, c'est qu'il y a une asymétrie totale dans la façon dont on couvre la guerre en Ukraine en Europe et la façon dont on la couvre en Chine. C'est une chose de trouver des articles en Chine sur la guerre en Ukraine, même si, encore une fois, le terme de guerre n'est pas utilisé explicitement pour l'instant. On parle de guerre quand Xi Jinping, notamment, fait la différence entre la guerre que mettent en avant notamment les États-Unis, ou potentiellement le terme de guerre en général, et la paix que cherche la Chine. Le terme qui continue d'être utilisé, c'est celui de crise ou de tension en Ukraine. Mais surtout, quand vous lisez le quotidien du peuple, et la version papier qui est la plus importante, puisque c'est les choix éditoriaux qu'on voit à travers la place qui est donnée à l'Ukraine, on ne parle quasiment pas d'Ukraine. Vous n'avez quasiment aucun éditorial sur l'Ukraine. Vous en avez eu un il y a une dizaine de jours qui critiquait la politique américaine, et à côté, sur la même page, un article beaucoup plus long qui parlait de quelque chose qui n'avait rien à voir, mais sur le même thème, la critique des États-Unis. C'était la critique de la situation dans les prisons américaines, la violation des droits de l'homme dans les prisons américaines. Et donc, il faut bien comprendre qu'on a souvent un biais en pensant que la Chine est obsédée par ce qui se passe en Ukraine. Alors, je pense qu'évidemment, les diplomates chinois se posent énormément de questions et que le moment est extrêmement important. Mais dans la presse chinoise, ce dont on parle, c'est avant tout du système de gestion et de la façon dont les autorités politiques gèrent le pays en ce moment. On avait ce qu'on appelle les doubles sessions il y a 3 semaines. C'est les 2 sessions parlementaires dans lesquelles on a l'adoption de loi. Ça, c'était le sujet omniprésent dans les médias. Et aujourd'hui, c'est notamment la lutte contre la pandémie. Et ça, c'est une inquiétude, y compris sur le plan économique, bien plus importante que les conséquences de l'Ukraine. Avec juste un point pour compléter ce que disait parfaitement Elvire, une inquiétude chinoise sur ces importations, notamment de certaines matières premières agricoles, et notamment le maïs
venant d'Ukraine, pas tant le blé mais le maïs pour le coup avec l'Ukraine, puisque 30% des importations chinoises de maïs viennent d'Ukraine, non pas pour une utilisation humaine, entre guillemets, mais pour alimenter le bétail, et ça c'est extrêmement important pour la Chine. Justement, c'est le thème de la chronique de Fanny Conquis tout de suite. Fanny qui doit être juste là en coulisses et qui peut nous rejoindre. Rebonsoir. Fanny, donc on détaille, vous avez creusé les relations commerciales effectivement entre la Chine et la Russie. Oui, effectivement, la Chine est le premier partenaire commercial de la Russie, mais l'inverse n'est pas vrai. La Russie est en effet 18e partenaire commercial de Pékin, loin derrière l'Union européenne et les États-Unis. Alors dans le détail, regardez ces chiffres. L'an dernier, la Chine a réalisé près de 80 milliards de dollars d'achats en Russie. C'est 3% de ses importations. Et du côté des exports, ses ventes à Moscou représentaient 67 milliards environ de dollars, soit 2% seulement du total des exportations chinoises. Cependant, la Russie occupe une place majeure dans certains secteurs, dans l'énergie. Par exemple, la Russie est le deuxième fournisseur de pétrole de la Chine, derrière l'Arabie saoudite, vous allez le voir. Et puis le gaz naturel russe représente 5% de la consommation chinoise. Mais cela ne cesse d'augmenter. Récemment, la Chine a conclu un accord pour l'achat de 10 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires par an provenant de l'extrême-orient russe. Et par ailleurs, les deux pays développent également des projets de gazoduc ensemble, le premier étant entré en service en 2019. Mais la Chine a aussi des intérêts stratégiques en Ukraine. Et oui, vous en parliez à l'instant. L'Ukraine alimente la Chine en matières premières, notamment en minerais de fer. Et puis par ailleurs, en termes d'approvisionnement alimentaire, la Chine a besoin de l'Ukraine. En 2020, par exemple, l'Ukraine a exporté 7 millions de tonnes de céréales vers la Chine pour un montant proche de 2 milliards d'euros. Et puis enfin, il faut noter aussi l'impact de cette guerre en Ukraine sur ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, ces infrastructures ferroviaires qui relient la Chine à l'Europe. Et au-delà des conséquences sur les infrastructures elles-mêmes, ce sont surtout les sanctions économiques décidées par l'Europe contre la Russie qui pourraient impacter ces échanges en termes de fret. Merci Fanny. Elvire Fabry, est-ce qu'il y a des entreprises chinoises on en avait un débat hier sur ce plateau sur les entreprises françaises, comment doivent-elles réagir face aux injonctions, se retirer, rester en Russie ou pas? Est-ce qu'il y a des entreprises chinoises qui ont décidé de suspendre ou d'arrêter leur activité en Russie aujourd'hui? Ou est-ce que c'est un non-débat? Parce que je rebondis sur ce que disait Antoine Bondaz. Ici, il y a une injonction. Enfin, on parle de Renault, du groupe Mulliez tous les jours. Manifestement, en Chine, ça n'a pas l'air d'être central. Est-ce que pour autant, il y a des entreprises qui anticipent sur une sanction d'une clientèle mondiale qui pourrait leur dire vous êtes toujours en Russie? Il y a certaines banques assez tôt dans le conflit qui ont commencé à interrompre les prêts, les systèmes de financement pour les échanges commerciaux. Il y a en revanche un appel du gouvernement auprès des entreprises chinoises à occuper le terrain laissé éventuellement par les Occidentaux. Et là, c'est un appel auprès des entreprises privées et qui, pour le moment, rencontre une réponse relativement prudente parce que justement, ces entreprises privées attendent plutôt de voir quel va être le comportement des grandes entreprises publiques chinoises. Et c'est vrai que c'est pas tant un enjeu de réputation comme pour les entreprises occidentales, mais c'est plutôt la crainte de se faire pincer les doigts par les sanctions américaines, encore une fois par tous les enjeux, notamment dans le domaine technologique, tous les biens intermédiaires qui pourraient être exportés vers la Russie. Oui, il y a une entreprise chinoise qui s'appelle Sinopec qui devait investir 500 millions de dollars dans une nouvelle usine gazière en Russie et qui a annoncé que ces investissements étaient suspendus jusqu'à nouvel ordre. On peut imaginer que c'est effectivement lié aux menaces de sanctions américaines. Mais Sylvie Bermann, si on va un peu plus loin, ce qui se joue là, mais pas seulement avec cette guerre en Ukraine, c'est-à-dire qu'après la pandémie, on a tous employé les termes de relocalisation, de volonté européenne de construire son indépendance. Tout ça, ça fracture une partie des objectifs de la Chine, potentiellement pour les années à venir. Mais je pense qu'il y a d'une certaine manière une fracturation une fracture du monde en tout cas, parce que on a d'un côté l'Occident. De l'autre côté, vous avez ces empires russes, chinois, la démocratie contre l'autocratie d'une certaine manière, mais on ne parle pas du reste du monde. Vous savez, on parle souvent aux Nations Unies de the West and the rest. Et effectivement, l'Ouest et le reste, et on s'aperçoit d'ailleurs que les pays qui ont été cités tout à l'heure par Antoine Bondaz, l'Inde, et puis il y a également
également le Pakistan, le Brésil, n'ont pas voulu se prononcer contre la Russie aux Nations Unies. Il y a quand même 35 pays qui se sont abstenus. Dans les 35 pays, il y a 15 pays africains ou 17 pays africains. C'est quand même très, très important. Et je pense qu'on devra tenir compte de cela à l'avenir. Vous aurez ce découplage. Est-ce que vous pensez que le monde sera... Voilà, ce serait une nouvelle guerre froide, une nouvelle frontière entre démocratie, autocratie, et que le reste du monde devra s'aligner soit sur l'un des camps, soit sur l'autre? Alors, je pense qu'ils ne voudront pas s'aligner, justement. Eux aussi voudront leur autonomie stratégique. Ils considèrent que ce n'est pas aux Occidentaux ou même aux Chinois ou aux Russes de dicter leur position. Quand il y a eu le sommet Russie-Afrique en octobre 2019, c'était la première fois, c'est sur le modèle chinois qui lui-même s'était inspiré du modèle français, et nous ont dit, mais nous, si d'autres pays ou d'autres puissances s'intéressent à nous, tant mieux. Donc je pense qu'ils vont vouloir jouer leur propre partition, mais je pense que nous aurons intérêt dans l'après-guerre à tenir compte de cela, parce qu'on parle toujours de communauté internationale, mais en réalité, la communauté internationale, elle se réduit à l'Occident. Mais je repose la question peut-être qui a été pas très bien formulée. Non, mais parce que la puissance économique chinoise, elle repose quand même sur la mondialisation. C'est une évidence de dire ça. Donc ce mouvement un peu de recentrage, peut-être continent par continent, peut nuire à la puissance chinoise. Est-ce que c'est un peu trop simple là encore? Non, parce que je pense que de toute façon, la Chine va continuer à exporter, mais elle a défini ce qu'elle appelle la circulation duale. Oui. C'est-à-dire, à la fois, on poursuit les exportations, mais la croissance chinoise ne doit pas être uniquement conduite par les exportations. Et donc, il y a une importance de la consommation intérieure. Et quand on considère que c'est quand même un pays de 1,4 milliard habitants, ils ont de la marge, ce qui est d'ailleurs, à l'inverse, le problème que rencontre la Russie, qui est en train de se dépeupler, 145 millions d'habitants, et là, il y a des départs, d'ailleurs, il y a un peu une fuite de cerveau via Helsinki ou la Turquie. Ce qui n'est pas du tout ce qui est aussi un des effets de cette guerre. Mais donc, tous les pays veulent relocaliser d'une certaine manière et être autonomes. Ouais. Alors, il nous reste quelques minutes, un peu moins de 7 minutes. Je voudrais quand même qu'on fasse un focus pour terminer sur l'Europe et la Chine. C'était construire l'autonomie stratégique de l'Europe face à la Chine. C'est le titre de ce rapport sur lequel vous avez travaillé l'une et l'autre pour l'Institut Jacques Delors. Là aussi, la guerre en Ukraine, est-ce que vous diriez qu'elle a rebattu les cartes par rapport à ce que vous aviez écrit, travaillé pour ce rapport et ce qui se passe depuis un mois? C'est un rapport d'ailleurs accentué. C'est un rapport auquel d'ailleurs Antoine Bondaz a également. Pardon, écoutez, j'avais pas cette info, voilà. Donc mais à coup de pas. Oui, ça rebat les cartes. Oui. Ça rebat les cartes. Et profondément. Oui, parce que ce découplage qu'évoquait Sylvie Berman, qui était déjà, on le sait, amorcé par les États-Unis, mais auquel la Chine répondait elle-même par on va dire, des mesures miroirs un peu adoptées en réplique des initiatives prises par les États-Unis en termes d'extraterritorialité, nettoyer les structures, les infrastructures, notamment dans le domaine de la formation, des technologies étrangères. Ce découplage, il est fortement accéléré. Et la position européenne, jusqu'ici, c'était d'essayer de trouver un peu une troisième voie en fonction de ses propres intérêts. Et c'était l'objet de notre rapport. C'était d'abord de partir des intérêts, secteur par secteur, des intérêts européens, et ensuite voir quelle était la réponse à adopter. On voit bien que là, dans la réponse au conflit ukrainien et les mesures de court terme, sortir du gaz russe, l'enjeu militaire, quelle impulsion ça peut donner à plus de coordination entre les Européens, mais également nous tourner vers plus d'achats militaires, certains États membres en tout cas du côté transatlantique. Il y a des liens qui sont dans le conflit, qui sont resserrés au niveau transatlantique, et pour sécuriser aussi les approvisionnements en matières premières, terres rares, sur toute une série de domaines de dépendance stratégique. Et en même temps, l'Union européenne, est-ce qu'elle a intérêt à être véritablement poussée vers la rivalité systémique et en voyant cet espace de partenariat, coopération, concurrence avec un marché chinois dont personne ne peut se passer à court terme. Les Chinois ne peuvent pas se passer aujourd'hui du marché européen et américain, mais nous-mêmes, il est difficile de se passer de ce marché chinois qui est de plus en plus
compétitif en matière technologique, normative. Enfin, il faut engager une compétition équitable, et c'est pour ça que les Européens ont mis sur la table toute une série d'instruments de défense autonome commerciale et sont de plus en plus offensifs sur cet agenda de level playing field, de concurrence équitable. Mais il va falloir progressivement, dans un deuxième temps, voir comment on ajuste notre stratégie, parce qu'on a le conflit aujourd'hui ukrainien, c'est la priorité, et on est loin d'en être sorti. Mais le défi structurel des décennies à venir, ça reste la question chinoise. Ouais. Antoine Bondaz, il y a une opportunité à saisir avec cette guerre en Ukraine pour la diplomatie européenne, pour inventer cette troisième voie dont on parlait à l'instant? Sur une troisième voie, c'est compliqué, puisque dans les attributs de puissance, l'Union européenne n'a malheureusement, ou heureusement diront certains, pas des attributs de puissance qui sont indispensables pour pouvoir peser véritablement, notamment dans le plan militaire, sur les questions économiques, sur les questions de normes, sur les questions environnementales. L'Union européenne a évidemment énormément de choses à faire. Ce qui est très important, on parle souvent d'Indo-Pacifique, de ce que pourrait faire l'Union européenne en Indo-Pacifique. Je pense qu'il faut vraiment comprendre qu'on a un rôle à jouer, qu'il faut avoir un agenda positif, qu'il ne faut pas toujours qu'il soit en réaction à ce que fait la Chine, et qu'il y a des grands enjeux globaux dans lesquels la Chine est un partenaire et dans lesquels la Chine n'est pas forcément un adversaire. Quand on parle aujourd'hui de l'Indo-Pacifique, c'est 50% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est 7 des 10 plus grands consommateurs de charbon. Ce sont des enjeux en matière de catastrophes naturelles et de mesures de prévention, de réponse à ces catastrophes naturelles qui sont considérables. Et dans ce cadre-là, les Européens, ils ont un rôle à jouer en matière, encore une fois, économique, environnementale, etc., avec un agenda qui soit positif, et y compris pour donner des alternatives à ces pays, justement pour ne pas les laisser être obligés de choisir entre soit des financements américains, soit des financements chinois. Et c'est de fait déjà le cas. L'Union européenne, c'est le premier investisseur dans la région. L'Union européenne, c'est le premier fournisseur d'aide publique au développement vis-à-vis des pays de la région. Le problème des Européens, c'est souvent qu'il y a un manque de cohérence, un manque de coordination et très certainement un manque de communication sur ce que font déjà les Européens. Sylvie Berman, on l'a évoqué, mais très rapidement, je voudrais vous entendre là-dessus. Pourquoi la Chine ne joue pas un rôle plus important dans ce qui a été le point de départ de notre débat, le ballet diplomatique, la recherche de solutions pour sortir de cette guerre en Ukraine? Alors d'abord, je crois que la Chine n'a pas tellement l'habitude de jouer un rôle de médiateur. Elle l'a fait à titre exceptionnel entre le Soudan et le Sud-Soudan. Mais en dehors de ça, c'est pas tellement son rôle. Elle prend pas tellement d'initiatives sur la scène internationale. La plupart du temps, elle dit il faut que les deux parties aboutissent à la paix ou fassent preuve de retenue. Et par ailleurs, elle est un petit peu liée à Vladimir Poutine quand même, parce que je crois que le pacte général, c'est que il n'y aura jamais d'atteinte aux intérêts de l'un ou de l'autre. Alors ils peuvent diverger sur certaines choses, ils peuvent s'abstenir au lieu de soutenir la Russie, ce qui est bien compris, mais je pense que la Chine, qui finalement n'a de rôle important sur la scène diplomatique internationale que depuis assez récemment. C'est une puissance géoéconomique avant d'être une puissance géopolitique, donc elle n'a pas encore cette pratique de la médiation. Ouais. Ça pourrait changer, ça, Elvire Fabry? Dans un scénario où le géoéconomique se percole de plus en plus avec la géopolitique, où on a un affrontement plus fort avec des mesures de coercition économique qui deviennent plus agressives. Oui, si je veux continuer de rester une grande puissance économique, il faut que je prenne un peu plus de risques diplomatiques. C'est peut-être ça. Oui, et puis ça nous renvoie à une question qu'on n'a pas encore abordée, qui est la question de Taïwan. Ah oui, mais malheureusement, le débat est terminé. Vous savez quoi, on fera un débat Taïwan, parce qu'évidemment, peut-être que c'est pas à la une des journaux chinois, mais c'est évident que les diplomates chinois étudient ce qui se passe, et notamment les sanctions occidentales, à l'aune de ce qui pourrait se passer à Taïwan. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était passionnant. Voilà, on a appris beaucoup de choses grâce à vous. Merci Laetitia pour ce regard sur l'opinion publique de ces deux pays.